tout le monde pensait que j'allais me casser les dents, que ma priorité, ça a toujours été mes enfants. Je me voyais pas laisser Newcastle, quand on était à 2 doigts de descendre ou quand tu loupes le train et ben, le train il passe et des fois il repasse pas en fait. Quand tu Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, en quoi c'est vital d'appeler un Alan Saint-Maximin? Mario, un tricheur fini celui-là. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview et la partie 2 de l'interview d'Alan Saint-Maximin. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, allez voir ça parce que c'était captivant et aujourd'hui on a plein d'autres sujets captivants à voir ensemble. C'est parti, mais avant, continuez de vous abonner, de soutenir Call Interview, partager, liker pour que l'émission continue de grandir, d'avoir des invités de fous et des anecdotes dingues à partager avec vous. Parce que sans ça, sans vous, sans votre soutien, l'émission ne vaut pas grand-chose. C'est parti Alan. Où est-ce qu'on en était, mon ami? On reprend. Moi, le sujet que je veux ensuite aborder avec toi, c'est comment vient cette idée de départ de Nice? Est-ce que c'est les opportunités, notamment celle de Newcastle, qui se présentent et qui te donnent envie de partir? Ou est-ce que l'envie, elle avait déjà un petit peu mûri en toi au cours de la saison? Franchement, je suis quelqu'un, à chaque fois que j'ai eu des grosses opportunités, on va dire financières, j'étais pas ce genre de joueur, qui allait en gros, absolument à chaque fois privilégier, les sous, plutôt que le temps de jeu. Donc, Mhm, c'est pour ça d'ailleurs que je suis parti en Allemagne. C'est aussi pour ça d'ailleurs, que je suis parti à Bastia, alors qu'en soi j'avais des options pour aller dans d'autres clubs où, mhm, financièrement et ben, j'aurais été peut-être, mieux. Mais j'ai toujours eu cette réflexion en me disant que si je vais dans un club, en fait, même si que mon salaire sera plus élevé, mais si au final je ne joue pas ou il y a tel ou tel problème, et ben sur le long terme, en fait, je suis perdant parce que je pourrais encore pas montrer mes qualités et après, beh, financièrement et ben ça sera plus compliqué en fait, de gagner plus d'argent. Donc je suis toujours parti, en fait, du principe où il faut que je trouve un club, même si que je ne gagne pas, énormément. Après tout est relatif, hein, parce que ça restait quand même des sommes, qui sont pour tout le monde, ça restait quand même beaucoup d'argent. Mais par exemple, si j'allais avoir une option de gagner 200 000 dans un club et que l'autre club allait me donner 30 000, mais que j'étais sûr d'avoir du temps de jeu et que j'allais pouvoir me montrer, etc., j'allais mhm. préférer aller dans ce club qui me donnait 30 000 et où en fait j'allais avoir l'opportunité de jouer pour après en fait montrer mes qualités, pour après, pourquoi pas, attraper un autre club qui me donnera peut-être là, à ce moment-là, et ben, ces 200 000. Donc Ouais. j'avais plus en fait, cette, mentalité-là Mhm, et bah, ce qui s'est passé, c'est qu'à Nice, il y a eu beaucoup de promesses. Quand j'ai fini, bah, mes belles saisons, ils m'ont promis des prolongations, une prolongation qui n'est pas arrivée. J'avais en fait, vu que j'étais dans une situation où j'étais pas non plus, en gros dans une, je vais pas dire position de faiblesse, mais j'ai fait un transfert de Monaco à Nice où en gros je suis pas venu, en gros j'ai demandé, je ne sais pas combien. Donc j'avais conscience déjà que ça a été un transfert très compliqué. Donc ouais. le club m'a dit qu'il y a certains montants qu'il ne pouvait pas dépasser et cetera. Donc en gros j'ai pris clairement, ce qu'ils m'ont donné sans demander plus, sans rentrer dans des grosses négociations et cetera. Parce que je voulais aussi pas capoter le deal, Ouais, bien par sûr. rapport à l'aspect financier, en fait, tout Bien simplement. sûr. Donc, après ça, ils m'ont promis plein de choses. Au final, et ben, ils n'ont pas forcément, tenu leurs promesses à ce niveau-là et en soi, ça fait partie du jeu. Aussi, peut-être aussi qu'ils estimaient que mes performances n'étaient pas assez bonnes pour me donner telle ou telle, somme. Donc, je leur en ai pas voulu, à ce niveau-là. Mais, forcément, quand tu commences après à bien jouer et que tu as des opportunités, j'ai commencé à voir d'autres clubs qui ont commencé à s'intéresser, dont le Milan AC et cetera. Et où, ben là, il y avait un vrai projet, une très grosse équipe derrière. Ouais. Financièrement aussi, c'est intéressant, la qualité de vie aussi. Donc j'ai commencé à regarder aussi les options, par rapport à ces clubs. Après, j'ai eu aussi l'Angleterre qui est venue. Mais à chaque fois, en fait, je sentais pas, en gros, vraiment ce côté-là, comme ce que j'avais eu à Bastia, comme ce que j'avais eu aussi à Nice, ce côté très famille et cetera. Je sentais pas que tout le monde me voulait, en fait. J'avais plus Ouais. l'impression que c'était un coup et que j'allais me retrouver après, dans la même situation. Donc comme on dit, faut apprendre, de ses erreurs. Donc le but, c'était pas de réitérer, ou de faire exactement les mêmes choses, tout simplement. Mhm, mhm. Donc je voulais absolument être dans un club qui me voulait vraiment et qui était prêt à tout pour que je vienne.
Et ben, en fait, bah, c'est ce qui s'est passé, avec Newcastle. Quand Newcastle, en fait, c'était comme une évidence. Ils étaient déjà venus, l'hiver, Ouais, ils sont revenus encore, pendant l'été et bah, ils ont tout fait pour que je vienne. Donc j'ai eu une conversation avec le coach, le directeur sportif, ils m'ont fait toute une présentation, ils sont venus me voir à plusieurs matchs à Nice, ils ont vraiment tout fait pour que je vienne. Donc après ça, c'était difficile, de dire non, en fait, tout simplement parce que mon rêve, c'était de jouer en première ligue. Donc ouais, j'en ai parlé à Nice et c'était le moment où, en fait, où il y a eu la transition. Donc c'est là où j'ai eu de la chance aussi. Donc des fois, on a de la malchance, comme ce qui s'est passé précédemment dans ma carrière, mais des fois, il y a des moments où tu as un peu de chance et pour moi, ouais. c'est le moment où il faut savoir, saisir ta chance et c'est ce qui s'est passé parce que, on a eu, bah, il y a eu, bah, les repreneurs de Nice qui Denis? sont arrivés, donc je crois que c'est Ineos ou quelque chose comme Ouais, ça, exactement. racheté. Donc ils Exactement. sont arrivés et en fait, bah, je suis arrivé dans une position où les anciens présidents, à l'époque, parce qu'il y avait aussi eu, un petit souci avec le président, Rivière, il y avait eu des malentendus, donc il s'était retiré pendant un moment et après il est revenu. Mais, pendant cette période, en fait, de transition et beh, j'ai trouvé une fenêtre où en gros, beh, les personnes qui étaient là actuellement, ils voulaient partir. Donc ils avaient besoin de récupérer de faire des sous, de faire un transfert Ouais, et en fait, ceux qui venaient, donc Ineos ne voulait pas que je parte. Donc et Rivière aussi, en soi, ne voulait pas que je parte. Donc c'est pendant ce petit moment de flottement, on va dire, que ouais. j'ai pu, OK, saisir, cette opportunité et partir parce qu'avant, c'était juste, à chaque fois que en gros, j'étais, encore une fois, intransférable et c'était juste, impossible, de peu importe l'offre, que Nice allait recevoir, de partir. Donc, ça a OK. été le moment pour moi de partir et c'est pour ça que j'ai décidé de partir à Newcastle. Les étoiles se sont alignées pour que ce transfert se fasse. C'est ça. Comme je t'ai dit, moi, je suis un grand fan de la Première Ligue. Heu, j'ai un énorme respect pour ce que représente les gens qui la suivent aujourd'hui vont dire bah oui mais Newcastle ça joue le top, ça joue le haut du tableau donc forcément c'est un gros club. Mais comme tu l'as dit, il y a eu la lutte pour le maintien, il y a eu tout ça avant. Mais avant ça encore, Newcastle a toujours été un grand club d'Angleterre avec une grosse histoire, avec une grosse fanbase, avec un stade rempli à chaque fois, etc. Peu importe les résultats. Donc j'ai un gros respect pour ce club-là, même quand je le ramène à la période à laquelle toi tu signes. Mais quand je te vois signer là-bas, pour moi, il y a de la cohérence parce que je me dis, bon, il quitte Nice, où finalement il y avait un projet de jouer la Ligue des Champions, ça ne matche pas. Il va en Angleterre, comme beaucoup d'autres avant lui, et pour moi, tu voyais Newcastle comme un tremplin. C'est-à-dire que Newcastle était une étape nécessaire et intéressante pour s'aguerrir et s'habituer à la Première Ligue avant de, pourquoi pas, aller taper plus haut. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, toi, au moment où tu signes là-bas ou pas? Pour être honnête, le moment où je signe là-bas, je suis aussi dans une position où je me pose plein de questions parce que je me dis aussi d'un côté, le Nice a été racheté, donc il y a peut-être beaucoup de choses qui vont changer. Ils vont peut-être, ramener, encore, bah, de très bons joueurs. Peut-être qu'il y a tout qui va changer, en fait, et Mhm. que le club va repartir et va vraiment pouvoir, aspirer, au niveau, à regoûter, en fait, à ces petites chansons de la Ligue des champions, à toutes ces choses-là que j'ai eu la chance un peu pendant les barrages, où qu'on a joué contre Naples et cetera, d'avoir un petit avant-goût de tout ça. Donc c'était un peu aussi une décision compliquée parce que j'étais aussi bien à Nice avec la famille, tu en France, donc tu as le truc aussi où comme dans tout, il y a Mhm. des avantages et il y a les inconvénients aussi. Ouais, bien L'Angleterre, sûr. c'est plus, pour le football. Pour le football, j'avais envie de partir, mais pour la vie, c'était pas Mhm. forcément l'endroit où j'avais envie de partir, sachant que je suis français, j'étais en France, à Nice, il fait beau, ça quand même La la Côte belle d'Azur, c'est vie. pas le même temps que Newcastle. Ah oui, c'est sûr que c'est pas le même temps, donc je suis vraiment parti, en fait, à Newcastle, vraiment Ouais, pour juste pour le foot, en fait. ouais, Parce que je suis un passionné de foot et pour moi, la Première Ligue, était clairement un championnat fait pour moi et pour mon style de jeu. Et en carrément. fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'explique tout ça, c'est que quand avant que je signe à Newcastle, j'ai une conversation où on me dit déjà qu'il y a déjà en fait, j'avais déjà en fait, comment je pourrais dire ça? Je savais déjà ce qui allait un peu se passer dans le sens où on m'avait déjà dit qu'ils avaient reçu des offres de rachat
du club. Ok. Donc c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui, en fait, m'a encore plus donné envie. Au final, je me suis dit: «Beh, footballistiquement, c'est un peu comme Nice. Nice va être, est racheté, va être racheté là». Mais Newcastle, ça fait plusieurs fois, en fait, qu'il y a plusieurs, racheteurs qui poussent, en fait, pour que le club, pour racheter le club de Newcastle. Ok. Donc avec ça, en fait, qui vient en plus de ça dans la peser un peu dans la balance, je me suis dit: «Il y a même plus de questions à te poser, en fait. Plus de Ok. questions à te poser». Donc ça a pris du temps. Pour être honnête, la première saison, Ouais. je me suis dit: «Bon, c'était peut-être pas la vérité au final». Mais après, en fait, je voyais qu'il y avait toujours des offres, ils arrivaient et quand tu es dedans, en fait, quand tu es dans le club, tu vois tout ce qui se passe. Tu comprends, tu vois tout ce qui se passe, tu vois aussi les changements dans tout ce qui est, infrastructure et cetera. Tu vois tout ce qui se passe. Et en fait, on attendait juste. Je savais pas, en fait, si j'allais pouvoir encore être au club quand ça allait arriver, mais je savais que ça allait arriver. Et au final, ça arrivait quand j'étais au club. Ok. Donc ça a Ok. été comme une délivrance, hein, même pas que pour moi, mais surtout pour les fans. Ouais. C'était la délivrance. Ok. Je comprends. Ok, je comprends tout maintenant. Mais Newcastle, alors, il y a tout ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a l'épouvantail un peu de tous les Français qui se sont cassés les dents là-bas. Je pense Ben Arfa, après, j'ai du mal à le mettre vraiment dans cette case parce que c'est un profil un peu particulier, mais Florian Thauvin est revenu vite aussi. Il y a eu plein de profils aussi qui sont restés dans un amas de joueurs, mais sans pour autant performer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quitté le club, mais ils n'étaient pas non plus dans les joueurs majeurs du club. Est-ce que ça, quand on est un jeune joueur qui part à l'aventure dans un pays étranger, avec un foot étranger, surtout quand on a connu la mésaventure à Hanovre avant, qui est ta première expérience à l'étranger, est-ce que ça pèse ça? De se dire, les Français, ils se sont souvent cassés les dents là-bas. Franchement, c'est tout le monde pensait que j'allais me casser les dents, hein. Je vais être honnête, à ce niveau-là. J'entendais plein de: «Tu pas le niveau, il va pas réussir à s'adapter à la première ligue» et j'ai entendu plein de choses et quand tu arrives à Newcastle, tu comprends que là, tu plus dans la cour de récré, c'est plus un jeu. Non, mais il faut Ouais. faut être honnête, c'est une ville qui respire le football. Newcastle, tu vas du j'arrive à peine dans le taxi, tu tous les fans qui courent, je suis arrivé, j'avais l'impression que j'étais, un joueur de fou, en fait. Donc ils te font vraiment ressentir ce truc-là et dès que tu arrives, quand tu vois un stade plein, 54 000 personnes qui crient ton nom dès que tu reçois le ballon ou si, par exemple, tu perds la balle, qui te sifflent, faut gérer la pression parce que tu as tes bons moments, mais tu as aussi des moments en tant que joueur, des fois un peu plus compliqués. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que les joueurs qui ont échoué, je pense que ça peut arriver à tout le monde et je pense que ce qui a été compliqué pour tout le monde, sachant que j'ai connu aussi cette ferveur et toute la pression derrière les fans que les fans peuvent te mettre et autres, c'est que tu as pas le droit à l'erreur. En fait, ça se joue à rien. Tu peux arriver, tu commences à jouer, tu rates tes débuts, c'est fini. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu rates tes débuts. Suffit que les fans et le truc, ça ne tourne pas bien et que les fans n'aiment pas trop ton style de jeu et qu'après, il y a un autre joueur qu'on commence à mettre à ta place et que l'équipe arrive à gagner sans toi, c'est terminé. C'est terminus, tout le monde descend. Donc, quand tu comprends ça, en fait, et quand tu as le coach aussi qui te fait comprendre que si tu pas performant, tu vas sauter, tu vas pas jouer jusqu'à la fin de la saison, Ouais. et ben là, avec tout ce que j'avais vécu avant, et ben, tu es dans un truc, j'étais dans un état d'esprit, en fait, les stats, c'est pas mon problème. Mettre 15, 20 buts, 15 passes D, 20 buts, c'est pas mon problème. Le plus important pour moi, c'est ce que le coach va me demander pour que je puisse jouer tous les week-ends. C'était ça, en fait, ma Ok. priorité. Ok. Et en soi, le coach, hein, quand je commence un peu à parler avec Steve Bruce, et c'est ce qui était super intéressant, c'est Ouais. il m'a dit, moi, là, et ce qui est normal, je joue ma place. Bah oui. Je suis pas dans un jeu, en gros, toi tu viens, en gros tu penses que tu viens, tu fais tes petits stats, tu fais deux trois petits dribbles, tu mets un but, une passe D, au final l'équipe perd 2-1 ou 3-1, 4-1 et après Ouais. toi tu te dis que tu vas te servir de Newcastle pour aller dans un autre club. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Ici, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses clairement ce que je te demande Mhm. et qu'en gros qu'on s'entraide. Ok. Donc en fait, quand j'ai eu ce discours-là du coach, en fait, il a vraiment réussi à me toucher et en fait à activer ce petit truc en moi où en fait, on est dans le même bateau, vous vous battez pour moi, je vais me battre pour vous aussi.
Ok, Donc c'est ce qui s'est passé où au final, j'ai créé cette relation de confiance ouais, avec ce coach. Et au final, tu vas à la guerre, quitte à même me blesser. Ce qui s'est passé sur le début de saison, c'est pas grave. Je vais à la guerre. S'il me dit, même si que j'avais des douleurs, s'il me dit je compte sur toi, je veux que tu joues, j'allais aller jouer. Quitte à me blesser à la fin du match, c'était pas grave. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi, et c'est ce qui a aidé aussi l'équipe, vu que tous les joueurs, on était dans une mentalité comme ça. C'est un ouais. peu plus compliqué vers la fin, mais je Mhm. pense que c'est ce qui a fait la différence et ce qui nous a aidé à pas descendre en deuxième division. Mais c'est ça alors ce déclic-là dont tu me parlais, ce déclic de j'ai appris que le foot c'était plus un amusement, c'était un vrai travail. C'est ça, c'est ces notions-là de dévouement, de se surpasser au quotidien, d'aller au-delà de la douleur. C'est vraiment au contact de ce coach, de ce club et de ce foot que tu saisis ça. Ben, c'est clairement ça. Demain, en fait, comme ce que je dis et je donne plein d'exemples par rapport à ça, les stats, c'est bien, c'est l'idéal, c'est ce que tout le monde regarde. Maintenant, le football, tu peux faire un match exceptionnel. Si au final, tu marques pas ou tu fais pas de passe décisive, tu vas entendre, tout le monde va parler, ah, il n'est pas efficace, ah, il sert à rien, oh, si, oh là. Alors qu'en soi, pour moi, le contenu de ton match, ce que tu apportes, il Mhm. faut regarder au final ce qui se passe en termes de résultats aussi. S'il n'y a Oui. pas de passe décisive, il n'y a pas de but et qu'en plus de ça, ton équipe elle perd tous les week-ends, en fait, il n'y a même pas de débat. Clairement, il y a pas de débat. Mais Ouais. si tu te retrouves dans la situation où tu marques à des moments aussi qui sont très importants pour ton équipe, ou que les moments où tu n'es pas décisif, mais ton équipe arrive quand même à avoir de bons résultats, gagne, etc. Pour moi, c'est aussi, en fait, il y a aussi ce côté-là des statistiques, même si ce n'est pas dans la dernière passe ou dans le but, ce Hmm. que tu fais, en fait, ça ne sert pas à rien. Et en fait, c'est ce que j'ai beaucoup appris en Angleterre et c'est ce qui a fait que j'ai toujours passé plus de temps sur le terrain que sur le banc. Ouais. J'ai tout le temps été à chaque fois que, en soit que j'étais à 100% et que j'étais pas blessé, j'ai toujours été titulaire sur tous mes matchs. Dans toutes mes années à Newcastle, les seuls moments où je n'ai pas joué, c'est quand j'ai eu une blessure ou quand je revenais de blessure. Sinon, à chaque fois, je jouais tous les matchs. Que ça soit Ok. quand il y avait quand le club n'avait pas encore été racheté, et après, quand il y a eu le rachat du club, ça a toujours été la même chose. Ouais. Ça fait qu'en fait, j'ai compris quelque chose, j'ai compris que tout qui était dit dans la presse, les coachs, en fait, ils en ont strictement rien à faire, clairement. Le coach, le plus important pour lui, c'est de se dire qu'il a un soldat. C'est ça ce qui est important, c'est de se dire qu'il a un soldat, que son soldat mette 20 buts ou 5 buts, il va regarder au final, c'est qu'est-ce que tu apportes à l'équipe. Ouais. Est-ce que quand tu es sur le terrain, ton équipe, l'équipe gagne plus de matchs que quand tu n'es pas là, que l'équipe en perd, en fait, tout simplement. Ouais. Et quand tu comprends ça, en fait, tu comprends que c'est bien, en fait, pour toi. Clairement, si tu veux aspirer à partir au Real Madrid ou dans des grands clubs, c'est sûr que c'est génial. Tu vois, un parcours comme Bellingham, c'est le Graal. Clairement, c'est vraiment le Graal. Kylian, c'est pareil. Mais est-ce que tous les joueurs ont la même trajectoire que ces joueurs-là? Que Bellingham, que Kylian? Non. Non. Non, et heureusement, sinon ça les rendrait très normaux, très banals. Mais Ben, c'est ça, il y a énormément de joueurs talentueux. Ce n'est pas pour autant que tu vois que tous les joueurs talentueux ont la même trajectoire. non. Et c'est là où, en fait, où clairement, à Newcastle, en fait, j'ai compris que mon style de jeu, en fait, je ne pouvais pas tout avoir. Je ne pouvais pas être à la création et être tout le temps la finition aussi. Donc j'ai compris que le coach, ce qu'il me demandait, c'était, et c'est ce qui se passe à Newcastle pendant longtemps, on jouait dans un bloc très bas, donc je défendais bas, je partais de très loin, et ce qu'il me demandait, c'était de faire des exploits individuels. Et j'allais faire ce que le coach me demandait. Et au final, quand on regardait à la fin de saison, le coach, même si j'avais fini à 15 buts, si on était descendu en deuxième division, le coach, il en avait strictement rien à faire. Ouais, je vois ce que La tu veux seule dire. chose qu'il allait regarder, c'est OK, où on est en deuxième division. Et c'est ce que les gens des fois oublient, c'est que même si il y a des fois des matchs où on peut dire ah il aurait pu marquer, ou il aurait dû marquer, ou si on remet beaucoup de choses en question en fait. Mais au final, moi, ce que j'allais regarder quand j'allais échanger avec le coach, c'est est-ce que j'ai fait ce que tu m'as demandé? Est-ce que tu es satisfait de moi? Est-ce que ce que je t'ai donné là, c'est ce qui va faire que je vais jouer le week-end et que je vais enchaîner les matchs, en fait.
Et au Ouais. final, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'au final, les stats, ça reste important, c'est sûr. C'est sûr que quand tu peux marquer, être décisif et qu'en plus de ça, ton équipe gagne, ben c'est parfait. Mais en gros, moi, j'ai jamais été ce joueur en gros, allait se satisfaire, en fait, se dire, OK, je mets mon double-double ou je mets mes 10 buts, 10 passes D et je me tire, en fait. J'ai jamais été Ce dans qui est, cet état d'esprit-là, en ce fait. qui est ce qui est complètement fou, et c'est frappant parce que là, quand je t'écoute, je me dis que c'est vrai, c'est évident, c'est une évidence que c'est la vérité. Mais c'est tellement à des années-lumière de ce que nous, on nous donne. Nous, qui, quand je dis nous, je parle de nous, fans de foot, nous, consommateurs de foot, qui permettons aussi à ce que le football puisse être aussi important, aussi grand, aussi vu et aussi majeur dans le monde du sport. C'est qu'on nous dit un mec qui score pas, c'est un mec qui est pas bon. Et nous, par exemple, quand on voyait, moi qui entends, je les entends tous les pundits, comme on dit en Angleterre, ou les spécialistes en France, quand ils analysaient le foot anglais et tes matchs, ah c'est bien, mais il faut qu'ils comprennent qu'il ne peut pas partir tout seul. Alors que toi, tu m'expliques qu'en fait, c'est les consignes du coach. C'est impressionnant, hein. C'est C'est plus qu'impressionnant, je trouve ça flippant, moi. c'est Qu'on nous guide vers impressionnant. la mauvaise réponse comme ça, c'est fou. C'est impressionnant. C'est pour ça, en fait, que je me suis jamais attardé à aller me justifier ou à raconter ci ou raconter ça. Demain, tu es à Manchester City, par exemple, quand j'ai des conversations avec Riyad, Pep, c'est pas forcément ce qu'il va te demander parce que t'es pas dans le c'est différent. Hmm. Pep, il va pas te demander de partir, de ta surface et de faire des exploits individuels tout le match. Parce que justement, tu as des joueurs qui sont Mhm. capables de t'amener la balle et de te mettre dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça Ouais. que chaque coach fait en fait avec ce qu'il a et aussi avec sa philosophie. Et quand j'étais à Newcastle, il faut aussi être honnête, on n'était pas à Manchester City, on n'était pas à Barcelone. Ça veut dire que forcément, notre style de jeu, on était une équipe qui jouait souvent à 5 défenseurs, on était une équipe qui jouait avec un bloc bas et qui jouait en contre-attaque. Donc les attentes du coach étaient complètement différentes que les attentes que j'aurais pu avoir, par exemple, si j'avais joué à Manchester City, en fait. Mais pourtant, tu vois, cette explication-là, à chaque fois, et le peu de fois où tu t'es aventuré à expliquer ça, pour expliquer pourquoi tu avais ce style de jeu, pourquoi tu avais ces statistiques-là comme tu le fais là, à chaque fois on t'est tombé dessus. Quand tu expliquais que tu étais à Newcastle et que tu n'étais pas à Manchester City ou à United ou au Real Madrid et que les joueurs qui t'entouraient, comme tu me l'as expliqué là, hein, c'était pas forcément des joueurs qui étaient capables de faire ce travail de préparation ou même d'avoir la qualité d'un, je sais pas moi, on voit Erling Haaland aujourd'hui à Manchester City, c'est clair que quand tu t'appelles aujourd'hui Doku et que tu fais un centre et que c'est Haaland qui va récupérer le centre, tu as un peu plus de chances de marquer que si c'est un mec de United d'aujourd'hui ou de Newcastle ou peu importe. Pourquoi est-ce qu'il y a l'hypocrisie pour les profils comme toi de vous taper dessus quand vous dites ces vérités-là? Alors que tu prends un autre mec qui va être un peu plus passe-partout, on va dire, bah oui, c'est vrai ce qu'il dit. Bah, en fait, c'est ce qui est triste dans tout ça, c'est que pour moi, ça marche pour tout le monde. Demain, moi, j'ai aucun mal à ce que tu as un joueur qui dise bah, je préfère que ça soit Bernardo Silva ou Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé qui me fasse des passes plutôt que Saint-Maximin. J'ai plus de chance si mon passeur c'est ce type de joueur-là plutôt que Saint-Maximin. Il faut en fait, et c'est ça en fait qui me dérange, c'est qu'il y a plein de choses en fait qu'on a du mal à accepter, alors qu'il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant dans tout ça. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Newcastle, surtout dans cette période-là, ben, n'était pas Barcelone. Mais quand on parle, en fait, ça dérange. Ça dérange Hmm. alors que tout le monde sait tout ça. Tout le monde sait tout ça et moi, ça me fait rire souvent parce que tu en as plein qui viennent qui disent ah, moi qui ne joue même pas au foot, hein, mais si j'étais à la place de Lewandowski, je mettrais tant de buts. C'est tellement facile de jouer là-bas. Tu vois, eux, ils peuvent le dire, mais dans l'autre sens, si toi, tu te permets de dire ça, par contre, ça passe pas. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, il y a cette hypocrisie qui est là et c'est dommage, d'ailleurs. Et moi, en fait, quand j'ai essayé de faire preuve d'un peu, d'honnêteté, ben, on l'a toujours mal pris, hein. On est toujours parti dans des trucs: «Ah, il est arrogant» ou «Ah, il se prend pour qui» ou «Ah, il a même pas de statistiques» ou on est directement rentré dans de l'attaque. Alors que la seule chose que j'ai essayé de faire, en fait, c'était de dire la vérité et cette vérité, en fait, s'applique aussi pour moi, tout simplement.
il y a d'autres joueurs qui ont une meilleure qualité que moi dans ces clubs aussi là, et c'est pour ça que j'étais à Newcastle et qu'ils étaient à Manchester City. Ouais, 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 Ça veut ouais. dire qu'à partir de là, eh ben, il faut regarder la réalité, en face, en fait. Et il faut comprendre que ce qu'on allait me demander à moi, Alan Saint-Maximin, à Newcastle, ben, c'est pas la même chose que ce qu'on demande à l'heure actuelle à Doku à Manchester City. C'est Mmh. aussi simple que ça. Ok, ok. Bon, tu m'as parlé du fait d'embrasser cette mentalité et ce dévouement, cette implication de tous les instants quand tu arrives en première ligue, mais je la pose toujours cette question, surtout quand on est jeune et qu'on connaît ses premières aventures à l'étranger, mais encore plus en première ligue. Comment tu digères l'adaptation? Parce que quand on est dans les stats, et même si tu n'aimes pas que ce soit le baromètre, la stat que tu vas valider avec moi, c'est le fait que tu sois un membre hyper important de cette équipe-là, parce que tu passes la trentaine de matchs joués sous les ordres de Steve Bruce à Newcastle pour ta première saison en première ligue. Et ça, tout le monde ne peut pas dire qu'il a réussi à le faire. Qu'est-ce qui est le plus difficile à digérer dans cette adaptation au foot anglais? Franchement, c'est dur, hein. Physiquement, ben, ton corps, il prend une claque. Surtout que moi, heu, j'ai des grosses cuisses, j'ai un style de jeu, en fait, à risque. Tous les joueurs comme moi, Ousmane, Kylian, Doku, Mhm, on sollicite énormément nos muscles, et ça, des fois, les gens ne le comprennent pas. On est très explosif, on répète énormément de sprints, alors qu'en soi, en fait, c'est la blessure, des fois, on essaye, en fait, de faire énormément de prévention. C'est pour ça que tu as des joueurs qui vont, des fois, moins se blesser que d'autres, mais des fois, la blessure devient inévitable. Tu peux pas, mhm. en fait, faire, 20 ans de carrière, avec un style de jeu comme le mien, et ne jamais te blesser. Ok, Personnellement, j'ai vu aucun ok. joueur comme ça. On peut regarder, que ça soit moi, que ça soit Doku, que ça soit, Ousmane, on est tous passés par ce type de blessure. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends aussi que cette pression psychologique de te dire qu'à n'importe quel moment tu peux te blesser, c'est pas évident, c'est pas Non, facile. Et non. les gens, en fait, pensent que c'est facile. Tu réfléchis, tu te dis: «Mais là, si je me pète, au final, eh ben, je vais peut-être perdre ma place. Donc après, il y a un autre joueur qui va jouer». Au final, dans le football, 3 mois, eh ben, on t'a déjà oublié. Des fois, même un mois, on t'oublie, déjà. Donc C'est vrai, après, c'est une pression psychologique qui est c'est vrai, difficile. c'est vrai, c'est Au vrai. final, tu peux aussi faire passer un message au coach qu'il arrive à gagner sans toi sur le terrain. Donc, tous ces trucs-là, en fait, c'est pas facile à gérer. Après, tu as aussi la pression de la sélection, d'équipe de France, et plein d'autres éléments qui viennent, se rajouter à tout ça. Donc, ça n'a jamais été, un long fleuve, tranquille, et de jouer en première ligue. En plus de ça, bah, ça a été très compliqué. Mais, c'est pour ça, en fait, que je suis très fier de mon parcours. Quand je regarde, tout ce qui s'est passé, les gens pensent, en gros, on te met tu as du talent, tu viens sur le terrain, tu vas tout le temps en salle de sport, tu es tout le temps à l'heure, tu pars le premier, du moins, tu arrives, le 1er, tu repars le dernier et c'est bon, tu fais une carrière à la Kylian Mbappé. Non! Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils pensent que le talent fait tout, et que le fait, d'énormément travailler aussi, que ça change tout. Ça va changer beaucoup de choses, mais pas tout, parce qu'on n'a pas tous, en fait, il faut à chaque fois que toutes les étoiles soient alignées. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de talent, il faut aussi beaucoup de chance, parce que ça, des fois, les gens, ils l'oublient, mais tu as des joueurs, des fois, qui ont un manque de réussite, incroyable. Je regardais la dernière fois, ça m'a fait rire d'ailleurs, en Ligue 1, le gardien, je crois que c'est le gardien de Toulouse, qui a été sauvé par le poteau, je ne sais pas combien de fois. Donc, des fois, en fait, la réussite, et des fois, c'est Dieu, en fait, qui ne veut pas, ou peut-être qui estime que tu ne mérites pas, telle ou telle chose pour X ou Y raison. Donc, on essaye de mettre, j'ai toujours essayé de mettre toutes les chances, de mon côté, et j'ai toujours essayé, au final, d'être plus sur le terrain que j'allais me retrouver sur le banc. Donc ça a Ok, toujours été ma priorité, ok. et au final, c'est ce qui s'est passé. On a parlé du jugement que te réservaient les gens et des appréhensions qu'il y avait par rapport à ta personnalité, de ce qu'ils voyaient dans les médias en France. Est-ce que cette sévérité dans le jugement à l'égard de ta personne en France, tu as ressenti que c'était la même chose en Angleterre? J'ai eu en 4 ans en Angleterre, j'ai eu zéro problème. On peut Ok, regarder, on peut aller il y a eu aucune polémique, aucun problème à mon sujet, que ça soit avec un coach, Steve Bruce, que ça soit avec le coach actuel, de Newcastle. J'ai pas eu de problème. Donc à un moment donné, tu vois,
si par exemple le joueur, dans chaque club où il passe, chaque entraîneur avec qui le joueur va se retrouver, il y a toujours un problème, toujours une polémique. Tu peux te dire à un moment donné, ouais, ben, tu peux pas à chaque fois dire c'est tout le temps la faute des autres. C'est pas possible de fonctionner comme ça n'a aucun sens. Ouais. Mais moi, en fait, ce n'était pas mon cas, en fait. Il y a énormément de coachs, il y a énormément d'endroits où je suis passé où j'ai pas eu de problème. Mais ça, on n'en a jamais vraiment parlé. En gros, on a toujours regardé en fait les moments où il y a eu des petites polémiques ou des petits trucs qui sont passés. Et même dans ces petits trucs-là, on n'a même pas essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et quand je regarde à Newcastle, mais j'ai que des amis là-bas à Newcastle, que ça soit, je peux appeler le coach à n'importe quel moment. Je suis encore en contact avec tous les coachs là-bas, tous les joueurs. J'ai eu aucun problème là-bas. Et les gens, les fans, c'est pareil. Carrément, quand je parlais avec les gens là-bas, ils ne comprenaient pas pourquoi on m'avait mis cette étiquette-là. Ok. Personne Ok. ne comprenait pourquoi. Parce qu'en fait, on est dans un truc où tu te retrouves, des fois, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu quittes ta famille. Ça veut dire, au final, ton éducation, tu l'as où? Tu l'as plus chez toi. Non. Tu t'éduques, ton éducation, tu l'as fait au centre de formation. Ça veut dire, il est où le Hmm. problème au fait que des fois, qu'un éducateur te recadre? Il est où le problème en fait? Hmm. C'est normal. Hmm. Tu ne peux pas être en fait tout le temps super sage, tu fais aucun écart, tu es un élève super assidu à l'école. Tu peux pas tout faire parfaitement en fait. L'erreur est humaine. Et en fait, ces petites erreurs-là que j'ai fait quand j'étais jeune, où tu sais, des fois, tu vas peut-être arriver en retard, en cours, ou des petits trucs comme ça. En fait, c'est des trucs sur lesquels on allait m'en tenir rigueur, où on allait essayer de refaire mon éducation, ou dire il a fait ci, il a manqué. Mais non, non. J'étais juste un jeune joueur qui, comme tout le monde, en fait, tout le monde est passé par là. Il n'y a aucun joueur qui peut me regarder maintenant et me dire qu'au centre de formation, il n'a eu aucun problème, qui n'est jamais arrivé en retard, Ouais, c'est qui clair. n'a jamais été recadré par un éducateur. C'est pas vrai. Ouais. Ouais. C'est pas la vérité. Et en fait, c'est deux fois ce qu'on oublie, c'est que moi, mon éducation, ou on va dire la fin de mon éducation, eh ben, je l'ai eu en fait, c'était pas chez moi en fait. Hmm. Clairement, c'était pas chez Mais moi. ça, c'est important de le dire parce que dans la clémence, dans la compréhension, de toutes les erreurs qui peuvent être faites au long de votre parcours, tout au long de votre vie, et pourtant, même ceux qui ont bénéficié d'une éducation jusqu'au bout, ils en font, hein. Ils en font plein et ils en font à répétition. Mais on n'a pas cette indulgence-là vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'on a, limite parce que vous avez réalisé votre rêve d'être footballeur, que pour la plupart vous avez de l'argent de ce qu'on voit de l'extérieur, on n'a plus cette clémence-là, on n'a plus cette clémence du parcours et de l'éducation et du côté humain. Tu as 13 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est pas leur problème. Ok, Clairement, ok, c'est pas leur problème. C'est tu es en retard, tu es en retard. T'as pas fait ok. ça, t'as pas fait ça. Il y a pas cette clémence, en gros, à venir. Non, mais je comprends, c'est pas grave. Non, directement, c'est tu en retard et tout part vite, en fait. Tout part vite. Tu vas Ok. arriver une fois en retard chez les professionnels, on va en parler comme si tu étais arrivé tous les jours en retard à chaque Ouais, entraînement. ouais. Donc en fait, tu as pas le droit à l'erreur. Clairement, tu as pas le droit à l'erreur et c'est ce qui m'a un peu porté préjudice, en fait, tout simplement. Donc après, quand tu comprends ça, tu comprends comment ça fonctionne et après tu fais attention. Tu fais attention, tu comprends que c'est important d'avoir, cette discipline, que chaque détail compte et que si tu veux pas te retrouver dans des polémiques ou avoir des soucis et ben, tu comprends que tu es obligé en fait, d'être super professionnel et c'est ce que j'ai très bien compris, quand je suis arrivé à Newcastle et même avant à Nice. J'ai besoin qu'on parle de l'évolution que tu as connue en Angleterre. Parce que comme je te dis, pour moi au départ, c'est de l'extérieur, tu m'as expliqué ta vision à toi, mais pour moi c'est un tremplin. Toi, tu me dis que tu avais une vision un peu plus long terme et que tu avais surtout des petits secrets de couloir que les autres n'avaient pas forcément, dont les autres n'avaient pas forcément conscience. Mais quand je vois le talent, quand je vois les performances, et moi, je suis de ceux qui disent que pour moi, tu as été performant en première ligue et c'est difficile de me dire que non, étant donné que on voit le nombre de matchs et pour enchaîner les matchs en première ligue, il faut forcément être bon. Quand je vois la chance donnée à certains, je pense à Moussa Diaby, qui aujourd'hui à Aston Villa. Euh, je pense à des joueurs qui jouent en Ligue 1,
avec un niveau d'exigence et un niveau d'adversité qui, je pense que je peux le dire sans me faire taper dessus, est un peu inférieur à ce qu'on voit en Première Ligue tous les jours. Eux, ils ont le droit à l'équipe de France. Eux, on parle d'eux, notamment aussi dans les plus grands genres, dans les plus grands clubs européens, même s'ils n'y vont pas forcément, mais on en parle. Toi, avec le recul, la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qu'il a manqué, même si tu n'as que 26 ans et que l'avenir nous dira si ça peut bouger ou quoi, mais qu'est-ce qu'il a manqué jusqu'ici pour que tu signes dans un top club de Première Ligue? Nicolas Pépé est passé dans cette émission. Il m'a parlé de parfois manque de travail. Adel Taarabt m'a parlé de, comme tu le sais, tu as vu l'émission, tu as vu l'interview, il m'a parlé de toutes les tentations, de ce que ça demande à un homme et à un jeune homme de se priver tout le temps et que forcément, quand on n'a pas une hygiène de vie irréprochable, bah, ça finit par se ressentir. Toi, avec le recul, c'est quoi? Franchement, hein, je veux vraiment être honnête en répondant à cette question. Je pense ce qui m'a manqué, ça va être vraiment ce côté-là de, parce qu'on a tous des objectifs. On se Mhm. fixe tous des objectifs. Pour moi, il y a toujours, et c'est ce que je trouve impressionnant chez Pep, d'ailleurs, tu as ce qu'on appelle ce why. Tu vois, en gros, c'est vraiment le truc, en gros, tu viens de gagner une première ligue ou tu viens de gagner la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va te motiver encore? Tu vois, on a tous des trucs dans notre tête. Tu vois, t'en as, ça va être, je vais être ballon d'or. Mais ok, une fois que tu arrives et que t'es ballon d'or, c'est quoi la suite? Est-ce que tu en veux un deuxième? Ou est-ce que peut-être tu as d'autres choses? Est-ce que tu veux une vie de famille? Est-ce que tu veux rencontrer une femme? Est-ce que... En fait, on a tous des objectifs, des trucs qu'on se met dans notre tête. Et je pense que moi, ce qui s'est passé, c'est que ma priorité pour moi, ça a toujours, et c'était toujours mes enfants. Ça a toujours été mes enfants. Ça veut dire que le fait d'avoir mes enfants très très tôt, le football en fait avait sa place, mais le football n'était plus en fait ma priorité première. Alors qu'avant tout ça, ben, quand t'as pas d'enfants, et ben demain si j'ai pas mes enfants, et ben en gros il y a que ça dans ma tête. J'ai que ça à Mhm. gérer. Mhm. Donc je Mhm. pense, on va dire que si je dois vraiment répondre à cette question, c'est qu'une fois que j'ai eu mes enfants, mes objectifs, en fait, petit à petit, avec le temps, n'étaient plus les mêmes. Quand, par exemple, j'allais avancer dans ma carrière, au début, mon objectif, c'était tu vas dans un club où tu as du temps de jeu, même si que, on va dire que financièrement, tu ne gagnes pas des millions, c'est pas grave, parce que si tu joues pour le plaisir du football, donc si tu joues pour le plaisir du football, dans tous les cas, force de jouer, tu vas toucher telle ou telle somme. Alors qu'après, quand tu as des enfants, tu réfléchis encore de cette façon-là, mais demain, tu vois une offre, on te propose 1 million par mois ou 1,5 million par mois, ou peu importe, Mhm. c'est plus la même réflexion. Tu es plus dans un Ouais. truc à te dire: «Ah non, c'est pas grave, je vais rester en Europe pour 400 000 ou 300 000 euros par mois». Non, tu n'as plus la même réflexion. Donc, encore une fois, c'est un exemple que je donne, mais si je dois vraiment répondre à cette question, c'est ma mentalité en fait. Ma source de motivation n'était plus la même. Donc, je pense au final que c'est ce qui a changé beaucoup de choses. Et même comme ça, les opportunités d'aller dans des gros clubs, je les ai eues en fait, ces opportunités-là. Bah parce que moi je t'ai entendu plusieurs fois dire ah, mais à Newcastle je dois énormément à Newcastle, il y en a qui essaient de venir me chercher mais je resterai à Newcastle. Déjà est-ce qu'il y a la notion de famille qui vient là-dedans parce que, est-ce que si ta famille est bien pour toi c'est compliqué de bouger mais c'est quoi ces propositions même si t'es obligé de me rentrer dans le détail des offres etc mais c'était de quel niveau, c'était de quelle ampleur et Je vais pourquoi être ça s'est très honnête, refusé? j'ai eu des gros clubs, j'ai eu des top clubs qui sont venus pour me récupérer, Ouais, mais et je vais être très honnête à ce niveau-là, hein, ils n'étaient pas prêts à mettre les sous que demandait Newcastle. d'accord. C'est aussi simple que ça. Un Alan Saint-Maximin qui part pour 20 ou 30 millions, oui, on prend. Mais un Alan Saint-Maximin où on demande des 60, 75, 100 millions, non, on les met pas en fait, tout simplement. Hmm. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans les moments où, en plus de ça, Newcastle, on était dans une situation où clairement, on jouait la descente. Ouais. Donc, Hmm. quand tu joues la descente, je vois très peu de clubs qui vont être dans un club où ils ont besoin de leurs meilleurs joueurs, clairement, ou de l'un de ses meilleurs joueurs, mais Mhm. qui va laisser partir ce joueur pour... non, t'as très peu de clubs qui vont faire ce genre de choses. Et moi, Ouais. encore une fois, c'était pas que Newcastle, parce qu'il y avait aussi ce côté-là de fidélité, de loyauté, où je me voyais pas partir
dans ces clubs-là, en fait, à ce moment-là, en gros. Je me voyais pas laisser Newcastle quand on était à 2 doigts de descendre, au mercato de décembre, ou Ouais, non, je me voyais pas faire quelque chose comme ça. Donc d'accord. après, comme ce que je dis, quand tu loupes le wagon ou quand tu loupes le train, et ben le train il passe et des fois il repasse pas en fait. C'est aussi simple que ça. Tu es obligé d'attendre des fois une saison ou des fois 2 saisons et des fois quand le train il repasse, et ben malheureusement, encore une fois, le club, tu as 4 années de contrat, 3 années de contrat, tu vas nulle part. C'est tout. Ok, ok. J'ai une dernière question pour toi, avant de faire un petit jeu rapide. Ma dernière question, elle porte sur le fait qu'il y a le rachat officiel. Il s'est fait longtemps attendre, mais il est officiel en octobre 2021. Newcastle est racheté avec l'envergure que ça représente. Une gestion du projet que je trouve, et pour avoir suivi le Paris Saint-Germain de près, pour avoir vu plein de clubs, même Chelsea, qu'on voit aujourd'hui balbutier un peu, on a vu plein de gros racheteurs venir et penser qu'ils connaissaient tout au foot en rachetant des joueurs à tir larigot. Et on voyait le projet pas forcément aller aussi vite qu'on voudrait dans la direction voulue. Newcastle, je trouve qu'il y a une gestion qui est très intelligente. Je trouve qu'on n'achète pas tour de bras n'importe qui, n'importe comment. On n'annonce pas des noms complètement ronflants à tir larigot. Euh, et je trouve que les recrues qui ont été faites, même jusqu'au coach, où on n'a pas forcément choisi un coach XXL au palmarès complètement dingue, à la Carlo Ancelotti ou autre, ou José Mourinho ou autre, pour venir, sans manquer de respect à ces coachs-là, on a choisi un coach qui connaissait très bien la Première Ligue et qui était pertinent et performant en Première Ligue. Donc je trouve que tout est bien fait. Mais toi, jusqu'à la saison, l'avant-dernière saison, t'es intouchable, même avec ce rachat. La dernière saison, il y a deux blessures notamment qui t'embêtent, mais je sens que t'es plus l'intouchable, que t'es plus le mec majeur de cette équipe-là. Et ça se comprend parce qu'il y a un recrutement, et heureusement, qui est d'une ampleur plus importante avec des joueurs de qualité supérieure. Donc du coup, tant mieux pour toi même d'être entouré par des joueurs d'une meilleure qualité encore. Mais j'ai l'impression que ça a été vite remis en question. Est-ce qu'il y a un souci avec le coach, avec Eddie Howe? Est-ce que au contraire, c'est les blessures qui te ralentissent? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais tout expliquer hein, dans les moindres détails, et je vais être très clair à ce sujet-là. En fait, c'est très simple. Quand le coach arrive, notre style de jeu change. Donc, le coach me demande plus forcément les mêmes choses. Donc, moi, en fait, il fallait que je m'adapte très rapidement. Et c'est pour cela que je pense au début que dans sa tête, le coach, par rapport à ce qu'il avait vu de moi à la base, il s'est dit, je pense que peut-être Alan, il va avoir du mal à s'adapter ou à faire ce que je lui demande. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une conversation avec le coach Mhm. où je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai juste besoin en fait que tout soit clair. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sur le terrain? Donc, j'ai posé ces questions-là. Une fois que j'ai pu avoir cette conversation avec le coach m'a dit tout ce qu'il attendait de moi, tout ce qu'il voulait que je fasse sur le terrain, etc., etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire ce que le coach, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le coach est arrivé avant, ça veut dire avant la nouvelle saison, Oui. avant qu'on entame notre nouvelle saison. Et pendant toute cette période-là, j'ai joué et j'ai été performant. Ce qui a fait que je commençais en fait à m'adapter aussi à notre nouveau style de jeu. Donc il y a eu des gros matchs, que ce soit le 3-0 contre Arsenal, la victoire, les victoires contre Tottenham. Euh, Ah, pas obligé de citer ça non plus. je sais que tu es un grand supporter de Tottenham, mais tu le C'est sais, en vrai, fait, ce qui s'est passé à l'extérieur. Et c'est vrai. il y a eu de très gros matchs. Ce qui fait qu'on arrive à la fin de saison où le coach, on fait un petit bilan, en fait, de ma saison, et où il me dit, en gros, que ce que je donne ou ce que j'ai donné, que ça ne suffira plus. Qu'il attend encore plus de moi si je veux pouvoir, en gros, m'installer en tant que titulaire indiscutable. Donc moi, en gros, avec ce que le coach vient de me dire, je suis dans une position où je joue pas au football pour être sur le banc. Ça veut dire que ça soit de quand j'ai vraiment commencé à avoir du temps de jeu. Bastia, j'ai toujours été titulaire indiscutable. Et Newcastle, j'ai toujours été un titulaire indiscutable. Ça fait que quand j'ai parlé avec le coach et que j'ai senti un peu que ce que je faisais avant, ben, que c'était plus suffisant, il attendait beaucoup plus de moi et que si je m'adaptais pas rapidement, en gros ma place, que j'allais sauter, et ben comme ce que tu es en train de dire, et ben j'étais plus en fait dans une position d'intouchable. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
tu te mets au travail. Parce qu'au final, le plus important pour moi, c'est de jouer, c'est d'être Mmh. titulaire à tous les matchs. Donc j'ai fait une grosse préparation. J'ai fait une très grosse préparation où je reviens en pleine forme, hein, clairement, où, le coach, il se dit: «Wow!» En gros, il s'attendait pas à ça. Donc je viens, je on fait un test physique. Je finis, 4e, de l'effectif, au test physique. Je finis premier de mon groupe parce qu'il y a plusieurs groupes. Ça veut dire, en gros, moi, mon objectif quand on fait le test physique, c'était je suis dans le groupe, par exemple, B, c'était de finir premier du groupe B. Donc c'était ça mon objectif. Au final, je finis premier du groupe B, mais il y en avait 3 dans le groupe A qui avaient eu un score plus élevé que le mien. Donc au final, bref, je finis 4e. Donc le coach, il vient me voir et forcément, il s'attendait pas à ça. Parce qu'on me voit un peu, on se dit, tu vois, il s'est dit en gros, bah, ça m'étonne en soi qu'il soit physiquement ou que ça soit dans de l'endurance, les sprints, et cetera, qu'il soit 4e, de tout mon effectif. Donc le coach a vu que j'étais prêt physiquement et je m'étais aussi préparé autant parce qu'il y avait aussi la coupe du monde Mmh. et j'avais envie de la jouer. Donc en gros, j'étais remonté à bloc pour pouvoir gagner, et montrer au coach que j'étais capable de faire, bah, tout ce qu'il me demandait et aussi, en fait, pour tout simplement pas perdre ma place de titulaire, sachant que j'ai toujours Ouais. été titulaire. Donc Mmh. je me suis dit: «Ça serait la cerise sur le gâteau». En gros, j'ai connu les moments difficiles et le moment où on voit le bout du tunnel, où la lumière commence à venir, je me retrouve à être, sur le banc tous les matchs. Pour moi, c'était pas possible. Donc j'ai fait une Ouais. grosse préparation, ou que ça soit même en termes de stats et même sans parler des stats, le coach était très satisfait. Donc au final, je joue le premier match de championnat. On joue le premier match de championnat à domicile, on gagne contre, si je dis pas de bêtises, c'était contre Nottingham Forest. Mmh. Donc on gagne notre premier match de championnat. Donc je fais un gros match, mais pas de but, pas de passe, mais le coach était très satisfait de mon match. Parce Ouais. que j'étais pratiquement dans toutes les actions. Donc au final, on gagne et le plus important pour le coach, c'est le résultat final. Donc Mmh. il y avait cette pression aussi parce que je savais que si on perdait, Tu j'allais sautais. vite m'asseoir en fait, Ouais. tout simplement. Ouais. Donc on gagne. Après ça, je crois qu'on va à Brighton. On va à Exactement. Brighton, match nul. On fait un Ouais. match nul, Ouais. contre Brighton. Donc déjà une victoire, un match nul et j'avais pas fait un match exceptionnel, contre Brighton, mais on avait été solide. C'était difficile de jouer à l'extérieur contre eux et on avait été solide défensivement. Donc j'avais beaucoup défendu et j'avais pas eu trop de coups à jouer offensivement. Mmh. Après ça, qu'est-ce qui se passe? On reçoit Manchester City, à domicile. Ouais. Donc ça fait que quand j'étais prêt physiquement, le coach, donc je jouais tous les matchs. Je joue le premier match, Nottingham, après je joue à Brighton et le coach me remet titulaire, contre Manchester City. City. Ouais. Et là, à City, bah, grosse préparation. J'ai une grosse conversation avec le coach où il me dit clairement: «Si aujourd'hui on n'a pas un grand Alan Saint-Maximin, on va pas gagner en fait». Le coach me dit clairement: «Si on n'a pas un grand Alan Saint-Maximin, on ne va pas gagner ce match». Donc c'était aussi sa façon à lui de me motiver, Ouais. c'était aussi sa façon à lui de me motiver et c'était aussi sa façon à lui de tirer le maximum de mon potentiel. Mmh. Donc forcément, tu joues face à Manchester City, à la maison, je jouais ma place, Mmh. clairement. Mmh. J'ai joué ma place, aussi, sachant que j'avais pas fait un très, très gros match, face à Brighton, mais on n'avait pas perdu. J'étais dans une position où j'étais au pied du mur, clairement. J'étais au pied du mur. C'est soit tu fais un gros match et tu montres au coach, si tu es là contre Manchester City, contre pour moi, la meilleure équipe, de première ligue, tu pourrais être là tous les matchs. C'est aussi simple que ça. Donc, il y avait beaucoup de pression, derrière ce match et j'avais beaucoup travaillé. J'avais beaucoup donné l'été, j'avais beaucoup donné pendant la préparation et j'avais Mmh. beaucoup donné, pendant le début de saison. Donc on se retrouve, on joue contre Manchester City et je fais, je pense que tout le monde se rappelle de ce match, hein, Mmh. toi y compris. J'ai fait pour moi, l'un de mes plus gros matchs, à Newcastle, si ce n'est le meilleur match Je crois que c'est le meilleur, ouais. en termes de contenu, de prise de décision dans les 30 derniers mètres, d'efficacité, dans tout. Donc je finis avec, 3 passes décisives contre City, où, je peux même en mettre encore plus, mais au final, bon après c'est l'effet de jeu, hein, c'est comme ça, hein. J'ai donné des bons ballons, les joueurs ne marquent pas, et moi aussi j'ai eu des actions où j'ai pas fini, ces actions-là, mais au final je finis.
On finit, on fait, donc je crois qu'on menait, 3-1 et au final, on fait 3-3. Ouais. Donc quand tu sors d'un match comme ça, donc je finis aussi homme du match, donc contre City, tu te dis: «Waouh, c'est bon». Tu te dis, «Tu c'est ma saison, elle est lancée», clairement. Ma saison est lancée, j'ai fait ce gros match, j'ai cette performance qui va, en fait, m'assurer en fait, une place de titulaire indiscutable où je vais devoir à chaque fois, charbonner et réitérer, en fait, la même performance, tous les week-ends. Donc c'est ce qui se passe, dans ma tête, où j'ai une conversation avec le coach, où le coach vient me voir, il me dit: «Beh, tu vois, c'est tout ce que j'attendais de toi. Maintenant, ce qu'on attend de toi, c'est ils appellent ça consistency. En gros, Mmh. c'est que tu arrives en tous les week-ends à faire la même performance, Ouais. à réitérer les mêmes performances». Donc on se retrouve en fait on a un match contre Wolverhampton, donc pourquoi aussi la Première Ligue, c'est très compliqué. J'enchaîne titulaire Nottingham Forest, j'enchaîne Brighton, j'enchaîne Manchester City, où c'était le match de toute ma carrière où j'ai le plus sprinté. Je n'ai jamais autant sollicité mon corps que face à Manchester City. Et on se retrouve après, même pas 2 3 jours après, on joue à l'extérieur contre Wolverhampton. Donc j'ai une conversation avec le coach où je dis au coach que je sens que mon corps, que je vais tout faire, hein, je vais tout donner pour lui, mais je sens que mon corps ne pourra pas jouer tout le match. Qu'il allait devoir en fait, me ménager clairement, que je ne pourrais pas jouer tout le match. Donc le coach me dit: «Écoute, c'est pas grave en fait, même, tu as plein de joueurs en fait, c'est ce qui se passe. Tu ne peux pas en fait jouer tous les matchs, 90-95 minutes. Avec tous les matchs dans la semaine, des fois tu es obligé de ménager un peu ton joueur, surtout quand, physiquement il te dit clairement que là il commence à être un peu dans le rouge». Mmh. Donc le coach en fait m'a clairement dit que de tout donner, même si c'est 60 minutes, il m'a dit: «Je veux que tu donnes tout. Même si que c'est 60-70 minutes, tu donnes tout ce que tu as». Mmh. Donc au final, donc je prends soin de mon corps, heu, donc tu fais tout ce qu'il faut, tu fais la prévention, massage et cetera. On se retrouve, on va à l'extérieur, on joue contre, Wolverhampton, donc je démarre titulaire. Donc ma 4e titularisation, Mmh. ça veut dire depuis le début de saison, j'avais joué pratiquement tous les matchs de pré-saison et là, j'enchaîne avec ma 4e titularisation. Donc quand tu enchaînes les 4 premiers matchs titulaires et ben tu pars plus dans une position, en gros, à être titulaire indiscutable et enchaîner les titularisations que si, tu fais un match, après tu vas sur le banc. Tu es, sur le banc 2 matchs. Et après tu reviens au bout du 4e match. Donc non, j'ai fait les 4 matchs titulaires. Je me retrouve, donc face à Wolverhampton et c'était un match, c'était dur. Sincèrement, c'était dur. Donc il marque, on perdait 1-0, à la mi-temps, si je Mmh. dis pas de bêtises, Ouais. où, on est dans une situation où le coach se dit: «On a fait une victoire, premier match de championnat, donc ça fait une victoire. On fait 2 matchs nuls, donc match nul à Brighton, match nul à Manchester City et là, on est en train de perdre contre Wolverhampton». On se retrouve dans les vestiaires et je me dis: «Eh, même si que ton corps là, il est fatigué, trouve les ressources nécessaires. Tu as pas le choix. Tu as pas le choix parce que sinon tu vas t'asseoir. Même si que tu as fait un gros match contre Manchester City, ça ne sera pas suffisant. Tu vas Ouais. t'asseoir». Ouais. Donc pareil, il y a toute cette pression-là où je me dis: «C'est pas grave, allez». Donc qu'est-ce qui se passe? Le coach me laisse, sur le terrain, le temps passe et cetera. Donc ils ont une action où ils partent en contre-attaque et ils sont à 2 doigts de marquer. Je fais un sprint défensif, mais de fou et sur ce sprint défensif, je sens mon ischio. Aïe, aïe, aïe. Je sens mon ischio qui me tire un peu, mais ça, mon ischio, il avait pas pété, tu vois? Mais je sens que ça me tire et je me dis: «Ah», je me dis: «Non, c'est tout sauf ça». Donc là, j'ai tout invoqué, tous mes ancêtres, tout le monde. Tu t'espères en fait, tu te dis, en gros, sachant que je suis très croyant aussi, tu vois? Je voulais juste en fait ne serait-ce tenir pour le match. Après, peu importe ce qui se passe, c'est pas grave. Mais en gros, me Ouais. battre pour le coach et pour l'équipe pour qu'on perde pas en fait ce match. Donc au final et je mets le but du mois, un des plus beaux buts, de ma carrière d'ailleurs, où la balle revient et je mets une reprise de volée, hein. J'avais travaillé ça Incroyable. plusieurs fois à l'entraînement Ouais. et je mets une grosse, reprise de volée, ras du poteau. Donc on revient, à un partout. Donc il y a toute cette euphorie et cetera. Je cours de partout, je vais vers le banc, donc on revient. Mais moi physiquement, en fait, j'étais dans le rouge, en fait, déjà et de base, je devais déjà sortir bien avant. Mais le coach, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit: «Alan, il vient de marquer, je peux pas l'enlever maintenant.
peux pas l'enlever le maintenant parce que peut-être, il va peut-être aller me chercher le 2-1 en fait et on va peut-être gagner ce match. Sauf que moi physiquement, j'étais, tu vois, mon isco, il me tirait et cetera et cetera et j'ai vu que le coach, il comptait sur moi, tu vois? J'ai vu que le coach, il comptait sur moi et ça a été en fait, on va dire mon erreur, c'est que le coach, je pense pas qu'il m'en aurait voulu si je serais venu le voir en lui disant: «Je peux plus» et si je serais sorti, tu vois? Mais Surtout moi, si tu lui j'avais dis que t'es tellement ce blessé. truc-là. Comment? Surtout si tu lui dis que t'es blessé, je pense. Ouais, surtout si je lui dis que je suis blessé. Donc, moi, en fait, j'ai voulu continuer. Je me suis dit avec l'adrénaline, et cetera, que ça va aller, tu vois? Ouais, ouais. Sauf qu'au final, je continue, les minutes y passent et 87e minute, j'accélère et je sens mon ischio qui tire. Ouais. Donc après ça, donc j'en parle au coach. Le coach me dit en fait clairement, bah, qu'il est dégoûté, qu'il est désolé pour moi, et cetera, et cetera. Et c'était pas une grosse blessure en fait. C'était même pas une blessure c'était pas une blessure de De 5 longue mois durée? ou 3 mois de Non, blessure, pas du non. tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis blessé au mauvais moment parce qu'on avait enchaîné des déplacements très compliqués. On avait un début de saison, c'est pas facile. Tu joues à Nottingham, ok, tu gagnes. Mais après, tu vas à Brighton à l'extérieur. Brighton, ouais, c'est dur. C'est très difficile de gagner Ouais, face à Brighton à l'extérieur. c'est très dur. Tu vas après, tu reçois Manchester City. C'est très difficile de jouer face à Manchester City, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ouais. Tu arrives à. On allait gagner, au final, on fait 3-3. Et après, tu fais un déplacement qui est très compliqué. D'ailleurs, ils ont même perdu cette saison à l'extérieur contre Wolverhampton. Donc, c'est un déplacement qui est très compliqué. Au Hmm. final, eh ben, tu perds 1-0 à la mi-temps contre Wolverhampton. Donc, au final, on a accroché sur un partout, mais on a eu un début de saison qui était très compliqué. Et où après, eh ben, les matchs qui allaient venir après, en fait, étaient, on va dire, un peu plus abordables. Oui, C'était c'est vrai, parce des. qu'à part Liverpool, derrière, c'est Crystal Palace, c'est Dortmund, c'est Bournemouth, pardon, c'est Fulham, c'est Brentford. Enfin bref, c'est plein d'équipes qui sont plus abordables pour vous en dehors de Liverpool. Voilà, en dehors de Liverpool, et d'ailleurs, on avait fait un match de fou, face à Liverpool, en plus Ouais. de ça. Donc en dehors de Liverpool, c'est des matchs qui sont, sans manquer de respect à ces équipes-là, hein, Non, non, bien c'est sûr. des matchs qui sont abordables et au final, Hmm. qu'est-ce qui se passe pour Newcastle? Pendant que je suis blessé, on enchaîne les victoires. Ouais. Donc j'ai été blessé, donc je me suis blessé à l'ischio, j'étais out pendant 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, donc on fait donc un très gros match contre Liverpool et après, hein, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on enchaîne en fait, ils ont fait une série de, 15 matchs, je crois, 15 matchs sans défaite. Ouais, sans défaite, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est poussif, hein. Il y a Liverpool où c'est une défaite 2-1, mais gros match. Ensuite, il y a 2 nuls contre Crystal Palace et Bournemouth, mais après, ça gagne. Où d'ailleurs ils marquent dernière minute, hein. Ouais, Ils marquent Liverpool. dernière minute, Liverpool et c'est pour ça que je dis qu'on a eu un début de saison très poussif Ouais, et ouais. les résultats parlent pour eux-mêmes, hein. On a eu Hmm. un début de saison très poussif, mais où après ce match face à Liverpool, parce que tu commences la saison, tu fais Manchester City, du moins tu fais, Nottingham Forest, tu vas à l'extérieur Brighton, tu reçois City, tu vas à Wolverhampton et après tu joues contre Liverpool. Hmm. Donc c'était pas un début de saison évident et forcément après on allait avoir des matchs un peu plus abordables. Et Ouais, ce bien qui sûr. s'est passé, c'est qu'il y a cette défaite contre Liverpool et après on enchaîne les bons résultats. Ouais. Et toi, du coup, t'es plus dans l'équipe, donc il te remet pas. Et du coup, moi, je suis plus dans l'équipe, je suis blessé. Donc, c'était une période très difficile parce qu'en plus de Ouais. ça, il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde aussi dans ma tête. Donc, je me blesse en fait au plus mauvais moment. C'était vraiment le moment où il fallait pas que je me blesse. Donc, au Ouais. final, je me dis, est-ce que j'aurais dû sortir à la mi-temps? Tu vois, tu penses à plein de choses. Tu te dis que tu aurais dû peut-être plus écouter ton corps ici et là. Ce qui est fait est fait. Je me suis Ouais. blessé. Pour moi, c'était peut-être Dieu aussi qui voulait que les choses se passent comme ça. Donc, en soi, it is what it is. Je me suis Oui. dit qu'il en soit ainsi. Et après cette blessure, eh ben, il y a eu cette période où même quand tu reviens de blessure, bah, tu Ouais, essayes de il gagne. réintégrer l'effectif. Tu rentres, en fait, et c'est ce qui se passe. Tu rentres. Le moment où tu rentres, tu fais ce qu'il faut, l'équipe gagne. Mais au final, les titulaires, on les laisse sur le terrain. Bah ouais, bien sûr. On les laisse sur le terrain, même si tu as fait une bonne rentrée, tu as fait une petite passe D ou truc. Mais les titulaires, on les laisse sur le terrain, l'équipe n'a pas perdu. Donc au Ah oui. final, c'est ce qui s'est passé pendant cette Bah période, oui. où ils ont enchaîné, 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 et où le coach, hein, ce qui est pour moi en fait logique, je me mets dans la position où quand j'étais titulaire au début de saison, on était sur que des bons, on va dire, on n'avait pas de défaite, victoire, match nul, il n'y avait pas de défaite, il ne m'a pas Hmm. enlevé de l'équipe. Hmm. Donc pourquoi moi maintenant, même si que je suis un titulaire dans ma tête ou par rapport à ce que le coach
m'a dit aussi où j'étais en soi dans une position de titulaire indiscutable. Pourquoi Mhm. moi qui reviens de blessure, en soi, je vais jouer ou je vais prendre la place de joueurs qui, au final, n'ont pas, Ouais, ben en gros, oui. ils n'ont pas, Ben l'équipe oui. n'a pas perdu, en fait. Donc, c'est ce qui s'est passé clairement et on peut regarder les statistiques, les matchs, hein, c'est Ouais, mais je les ai, exactement hein, ce qui s'est j'ai les passé. résultats des matchs. J'avais tous les résultats des matchs sous les yeux en même temps que tu me racontais le récit et ça se tient complètement, c'est la vérité. Mais j'avais dit que c'était ma dernière question, mais quand même, t'en soulèves une autre parce que tu me parles de la Coupe du Monde. Donc il y a cette amertume quand même, toi, quand tu regardes par-dessus ton épaule. Encore une fois, tu es en Arabie Saoudite pour un temps de contrat qui est défini, on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais tu n'as que 26 ans. Il y a encore plein de possibilités derrière. Mais quand tu regardes par-dessus l'épaule, il y a cette amertume un peu de l'équipe de France. Parce que là, tu me parles d'un exemple concret, mais des joueurs ont eu leur chance. Des joueurs sont allés et venus, mais ont au moins eu leur chance. Toi, en A, il n'y a aucune fois où tu apparais, malgré les bonnes performances qu'il y a pu avoir, les très bonnes périodes qu'il y a pu avoir. Et certains qui font 3 matchs de très haut niveau sont mis en avant et frappent à l'équipe de France. Toi, il n'y a pas eu ça. J'ai jamais eu ma chance. Mais C'est vrai. pourquoi? Et j'en veux même pas au sélectionneur. Clairement, je n'en veux même pas au sélectionneur, j'en veux à personne. La seule personne à qui je peux en vouloir, eh ben, c'est moi-même, en me disant ben, peut-être que mes performances ou que le sélectionneur estimait que j'avais pas le niveau d'être appelé en équipe de France. Et Hmm. aussi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle d'une équipe qui a gagné la Coupe du Monde. C'est ça, en fait, des fois que les gens, ils oublient, ils sont dans un état d'esprit, ah, mais il doit être rappelé. Mais le coach, pour le coach, pour le sélectionneur, quand tu as Kylian Mbappé, quand tu as Ousmane Dembélé, quand tu as Kingsley Coman, en quoi c'est vital d'appeler un Alan Saint-Maximin? Je ne Non, pense c'est pas vrai que ce que le tu dis, c'est vrai ce que sélectionneur, tu dis. tu vois, je ne pense pas que pour le sélectionneur, c'était vital pour lui de m'appeler. Moi, la seule chose que je pouvais faire à travers mes performances, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer un peu de forcer sa décision, en fait, à travers mes performances, que ce soit le match que j'ai fait contre Manchester City, Arsenal, Liverpool. J'ai essayé de sortir des gros matchs contre des grosses équipes parce que moi, j'avais pas aussi la Ligue des Champions ou l'Europa League à Newcastle. Ouais. Ça veut dire Ouais. que j'essayais de me battre en fait avec mes armes. Tu as d'autres joueurs qui jouaient en fait l'Europa League ou la Ligue des Champions dans leur club. La plupart des joueurs qui étaient appelés en équipe de France, ils jouaient en la Ligue Oui, des c'est Champions, vrai, c'est l'Europa vrai, League. c'est vrai, c'est vrai. Donc, C'est donc complètement vrai. c'est tous ces facteurs-là en fait que quand je regarde en arrière, je me dis en fait, Alan, j'ai été homme du match contre City, j'ai été homme du match contre Manchester United, j'ai été homme du match contre Liverpool. Et on peut regarder les stats d'ailleurs. J'ai été homme du match contre plein de grosses équipes. Ça veut dire des fois, je me dis, qu'est-ce que tu aurais pu faire en fait de plus que ça pour être appelé en équipe de France, C'est vrai, sachant que c'est pas des choses qui sont faciles. c'est vrai. C'est pas tout le monde qui peut enchaîner des performances comme ça face à ces équipes-là. J'ai eu beaucoup d'hommes du match en première ligue, Oui. Hmm. sans, sans me jeter des Non, non, fleurs mais c'est vrai. dans quoi que ce soit. C'est juste, en fait, les gens, ils aiment bien parler de stats, mais on va plus parler, ah, Alan, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe ici et là. Mais des fois, même sans marquer ou sans faire de passe, j'étais élu homme du match. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça, par contre, c'est pas des stats. Tu C'est comprends? vrai. Mais je sais qu'en termes de performance, sur toutes les années où j'étais en première ligue, à chaque fois que j'ai été sur le terrain, j'ai toujours tout fait pour être performant. Et j'ai toujours tout fait, c'est ce qui s'est passé à Newcastle, même en regardant les statistiques. À chaque fois que j'étais sur le terrain titulaire, mon équipe gagnait plus de matchs qu'ils allaient en perdre. Et ça, au final, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi avec le coach. Et c'est ce qui a fait aussi, qui m'a fait jouer et qui m'a fait confiance et qui m'a fait commencer le début de saison. Et malheureusement, comme ce que j'ai expliqué, j'ai eu cette blessure qui est tombée au mauvais moment. Ouais, c'est vrai. Et aussi où mentalement, ben, ça m'a affecté, il faut être honnête. Hmm. J'avais l'objectif de la Coupe du Monde, je me blesse. En plus de ça, je suis en train de perdre ma place à Newcastle parce que l'équipe enchaîne pendant que je suis blessé 15 matchs, 15 matchs sans défaite. Donc moi, au final, les gens parlent de moi comme si que je m'étais blessé 5-6 mois. Mais ce n'est pas la vérité. Non. J'ai été blessé 4 semaines. Tu rates 4 matchs. Je rate 4 matchs. Pendant ces 4 matchs, je crois il y a une défaite, 3 victoires. Hmm. Tu reviens, et ben encore heureux que le coach ne te mette pas titulaire. Encore Hmm. heureux, même pour moi, pour mes amis qui jouaient à mon poste, Ouais. bah, je Oui, sais oui, pas, oui, tu non, mais t'as viens raison.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce Non, que non, t'as raison. moi, je pars toujours du principe, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est exactement ce que j'allais te dire. J'aurais Si pas. t'avais été à leur place, t'aurais pas aimé qu'on te vire alors Ah que non, tu es performant et que l'équipe bah non, gagne. c'est pas comme ça. C'est pas le mec, il est là, il se blesse, il revient, tu le mets directement titulaire. C'est Non, pas non, comme c'est ça vrai. que ça se passe. Encore plus quand l'équipe a de très bons résultats. Et au final, eh ben, c'est ce qui a fait que ça a été compliqué. Mais malgré tout ça, j'ai quand même réussi, et c'est ce que les gens ils oublient, j'ai quand même récupéré ma place. Ouais, c'est vrai. Je C'est suis vrai. allé le chercher, j'ai récupéré ma place. C'est moi d'ailleurs j'ai fait la finale de la coupe contre Manchester United, où j'ai failli marquer d'ailleurs, où Derea me fait un arrêt pas possible, qui aurait peut-être pu même changer l'histoire ou changer toute l'issue en fait. Mais le football, c'est ça, c'est pour ça que je vais même pas revenir en arrière. Tout ça pour dire qu'au final, même avec tout ça, tous ces moments difficiles, parce que c'était pas facile pendant cette période, tu te blesses, l'équipe commence à enchaîner les victoires, tu reviens, tu as en tête la Coupe du Monde, mais au final, tu ne joues pas. Donc, tu veux te montrer parce que tu dis il faut que le sélectionneur te voit, mais il ne te voit pas au final. Parce que c'était pas évident, mais malgré Non, ça, je suis allé chercher ma place. c'est Je suis vrai. allé chercher ma place, j'ai récupéré ma place de titulaire. Et je commence, passe D. Donc, je fais passe D contre Manchester United. On gagne. Je fais passe D contre West Ham. On gagne. Donc, tu commences, je recommence à retrouver toutes mes sensations. Et après, il y a toutes ces bonnes performances, hein, que ce soit même face à Liverpool, le match retour, etc., où je finis homme du match Mm. d'ailleurs. Donc, tu dis, c'est bon, tu reviens, t'es bien. Et après, malheureusement, eh ben, tu as encore cette blessure qui tombe au mauvais moment. Et pareil, Ouais, c'est vrai. c'était une blessure de 4 semaines. Ouais, Pareil. ouais. Donc au final, eh ben, ça a été 2 mois out, et peut-être un peu plus, tu vois, si tu comptes après la trêve et si tu comptes aussi la rééducation, parce que tu as aussi la rééducation. Si ta rééducation ne te passe pas bien, ben, au final, au lieu d'une semaine, eh ben, tu reviens peut-être 2 semaines après avec le groupe. Ouais. Donc tu as aussi cette Ouais, ouais, c'est vrai, rééducation c'est parce vrai. il faut que tu arrives à retrouver ton meilleur niveau, en fait. Hmm. Donc ça n'a Non, mais pas c'est été vrai, t'as évident. raison, t'as raison. T'as raison de le dire en plus parce que c'est tout cet aspect un peu caché que nous on ne voit pas et que les fans ne comprennent pas toujours, mais c'est important de le dire. Alan, avant que je te laisse partir, un dernier petit jeu qui s'appelle le fameux jeu The Best chez nous. Je te pose des questions, tac au tac, tu réponds avec le premier nom qui te vient à l'esprit et si t'as une anecdote, on prend. Ça marche? Ok, c'est parti. Le plus gros blagueur que t'as rencontré dans un vestiaire, qui c'était? Le plus gros blagueur. Même si que ces blagues étaient très souvent de mauvais goût, je vais dire Mario Balotelli. Ouais, je m'y attendais. Pourquoi tu dis que ces blagues, elles étaient de mauvais goût? Oh, parce que, comment je pourrais dire ça? Euh, Si tu n'arrives pas à prendre les trucs un peu au second degré, je donne un exemple, hein, tu finis l'entraînement. Je me souviens, il avait fait ça à un joueur. Tu finis l'entraînement, il te, il te met de la farine et tout dans tes chaussures. Tu veux vite rentrer chez toi, tu mets tes pieds dans tes chaussures et tu as les pieds remplis de farine. C'est soit ça te Ok. fait rire ou soit ça te fait pas rire. Ouais. Donc, en soi, Ok. des fois, ça pouvait être drôle et des fois, ça pouvait être des blagues clairement qui étaient de mauvais goût. D'accord. Le meilleur dribbleur que tu as pu voir, que ce soit à l'entraînement ou autre, mais qui mettait le plus la misère et qui t'a le plus impressionné. Le meilleur dribbleur. Sachant que tu évolues actuellement avec un certain Riyad Mahrez. Franchement, je vais dire Dembouz. Ah ouais? Ouais, je vais dire Dembouz. Et là, à l'heure actuelle, Riyad, c'est très fort, hein. Ouais, c'est pas Ah, mal quand Riyad, même aussi. Riyad, il n'est pas là pour s'amuser, hein. Non, Riyad, c'est très fort, mais je vais dire Dembouz. Ok, ok. Le plus gros tricheur à l'entraînement. Mario. Je suis pas surpris non plus. Un tricheur fini, celui-là. Mais c'est quoi, c'est un tricheur genre qui évite les exercices physiques? Parce que ça, on a vu des vidéos où il trichait un peu. Ou tricheur en termes de Dans score et tout. de... Dans tout. Ok. Sport, dès qu'il perd, il va tricher, mais c'est abusé, c'est aberrant quand même. Ok. La plus grande surprise, c'est-à-dire positive ou négative dans un vestiaire, la personnalité qui t'a le plus surpris. Même, je vais même parler sur le terrain en soi, hein, même je vais dire Joe Linton. Ah ouais, joueur Ouais, incroyable. ouais, incroyable. Ce qui s'est passé, son parcours, qu'il a vécu pendant 2 ans à Newcastle, où après, un nouveau coach arrive, on le met au milieu de terrain, et quand je vois que maintenant c'est un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, Mhm. Ouais, il est c'est très incroyable. fort.
Donc, ça a été une grosse surprise pour moi. La réaction de fan la plus bizarre. Je vais dire en coupe, je m'en souviens, j'avais mis un but de fou en plus, en coupe et tu un fan, qui avait sorti le Goro, hein, et si je peux dire ça comme ça, et il y a les vidéos d'ailleurs, hein, qu'on tournait, il y a la vidéo qui a tourné d'ailleurs un peu de partout sur les réseaux. Donc, ouais, c'est la réaction, j'avais jamais vu ça. Mais qui fait ça? L'émotion, après c'est ça aussi les supporters de Newcastle, hein. Ils vivent c'était un match de fou, un but dans les dernières secondes et avec l'émotion, il s'est OK, lâché, hein. OK, d'accord. Très bizarre façon de se lâcher en plein match de foot, mais c'est pas grave. Ouais, Pop, 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 pop. Le joueur qui a les habitudes les plus bizarres dans un vestiaire. Et c'est la dernière Isaac, question. Isaac. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait de Je l'aime bizarre? je l'aime trop, franchement, je l'aime trop. Après bizarre, peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui vont voir, les choses différemment par rapport à ça, Ouais, mais déjà pour moi, c'est un joueur de fou et de même la fou. personne, hein, l'humain et tout, c'est un délire. Mais bizarre dans le sens où à chaque fois, en fait, avant les matchs, on se préparait et tout et je comprenais pas, en fait, pourquoi il mettait son caleçon à l'envers. En gros, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi il mettait son caleçon à l'envers. Et une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois après, je le voyais tout le temps, il mettait tout le temps son caleçon à l'envers. Mais c'est quoi à l'envers? Genre, il retourne l'avant qui va derrière? Voilà, en gros, il Ok, fallait que ouais, il mettait son caleçon à l'envers avec, ok, l'étiquette, en gros. Donc l'étiquette était, donc je ok, j'ai comprenais pas, compris. Ok. voilà, je comprenais pas pourquoi et sur ça, c'est un exemple, hein. Je pense que ouais, c'est un truc qui m'a marqué d'ailleurs et après Et il m'a pourquoi il fait ça? expliqué Il t'a dit pourquoi il fait ça? ouais, il m'a expliqué pourquoi c'est superstitieux. D'accord. Ok. C'est superstitieux, il a mis son tu vois, il y a un coach qui lui a fait une remarque, en gros, tu es en train de jouer à l'envers, tu fais n'importe quoi, ta 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 ta. Il n'était pas dans son match. En gros, il lui a fait une blague, bim, il a retourné son caleçon, il a fait un match de fou et depuis ça, et ben, en gros, il est superstitieux à ce niveau-là. Incroyable. Incroyable. Alan, merci beaucoup. C'était fou. J'ai attendu ce moment. Vraiment, j'ai attendu ce moment très longtemps. Tu fais partie, comme je te l'ai dit, en amont des têtes, des personnalités, des profils, des histoires que j'avais envie d'entendre dans cette émission. Et l'attente en valait la peine. C'était incroyable. Franchement, merci pour la franchise, la transparence. Pour l'aspect complet de tout ce que tu as livré aujourd'hui. Merci beaucoup. Et surtout pour le temps, parce que je vais le dire, je t'ai gardé 1 heure. Tu es parti en réunion avec le boulot, avec le club. Tu es revenu une demi-heure, tu es reparti en réunion et tu es revenu encore une fois. Là, je crois que ça fait encore 1 heure qu'on est ensemble. D'habitude, je remercie pour le temps, mais là, c'est un dévouement incroyable. Donc, merci beaucoup. C'est grosse preuve de respect, d'implication et comment dire, du fait que tu as apprécié cet échange. Donc, merci beaucoup. Ben, sincèrement, hein, merci beaucoup à toi. C'était un plaisir de pouvoir échanger, avec toi. Moi, si j'ai juste quelque chose à dire, un dernier message, c'est juste de dire que l'habit ne fait pas le moine. Et ça, c'est des fois quelque chose que les gens oublient beaucoup. Après, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais c'est quelque chose que j'essaye beaucoup d'appliquer, même pour moi-même, où c'est important des fois d'aller creuser et de pas en gros se fier à ce que va dire un tel ou ce qu'on va voir sur un match ou que des fois c'est important de comprendre, et que des fois tu as des joueurs qui traversent des choses où des fois on va leur tomber dessus alors qu'on ne sait même pas en fait, bah, ce qu'ils sont en train de traverser en fait, et après il y a plein de joueurs, hein, je peux citer plein de joueurs. Bien sûr. Mais ouais, si j'ai vraiment quelque chose à dire, un petit message à faire passer, c'est ça, c'est que l'habit ne fait pas le moine et que dans le football, hein, et on le voit même dans la vie de tous les jours, je me suis toujours servi de cette phrase que la seule limite, c'est uniquement celle que l'on s'impose et que le seul échec, au final, c'est de renoncer. Donc, jusqu'au bout, je ne renoncerai pas et dans tous les cas, on ne sait pas de quoi demain est fait et peut-être, que je serai, de retour en Europe, plus rapidement que prévu, hein. Qui sait? Ben, moi, je te souhaite simplement de prendre du plaisir et de prendre soin de ta petite famille, c'est le plus important. Pour le reste, c'est pas très important. Mais
t'as raison, comme tu dis, l'habit fait pas le moine. Je crois que je vais l'écrire en dessous du nom de cette émission parce que c'est clairement le credo de ce show-là. C'est l'idée de montrer un petit peu la face cachée de tout ça et que les joueurs puissent s'exprimer et qu'on les comprenne un peu mieux. Donc merci beaucoup, tu as beaucoup contribué aujourd'hui. Je te souhaite une saison de fou, je te souhaite beaucoup de santé, c'est le principal pour toi et tes proches. Et encore une fois, mille merci. Les autres, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités de fou comme ce monsieur aujourd'hui, d'autres anecdotes de dingue, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.